Donc en effet, je suis doctorante en première année de thèse au sein du Centre de recherche en neurosciences de Lyon. Et mes travaux portent sur la synthèse et l'évaluation de nouveaux radiotraceurs des récepteurs sérotoninergiques destinés à l'imagerie TEP. Donc c'est un nom un peu barbare comme pour toutes les thèses, mais vous devriez y comprendre tout ça un peu mieux dans quelques minutes. Donc peut-être que vous connaissez la tomographie par émission de positons. C'est une technique d'imagerie qu'on connaît aussi sous le nom de TEP ou de PET scan en anglais. Et c'est une technique d'imagerie qui va venir détecter une molécule radioactive à l'intérieur de notre corps. C'est par exemple très utilisé dans le diagnostic de certains cancers. Pour détecter les tumeurs, en fait, on va injecter du glucose radioactif qui est consommé par les tumeurs, et c'est ainsi qu'on pourra détecter les tumeurs sous forme, par exemple, des sortes de boules rouges que vous pouvez voir sur ce scanner. Donc moi, je ne vais pas travailler sur le cancer, mais c'était pour vous expliquer un peu ce type d'imagerie. Donc pour faire de l'imagerie TEP, tout d'abord, comme je vous ai dit, on va injecter une molécule radioactive, et cette molécule, on l'appelle un radiotraceur. Donc le radiotraceur, pour le synthétiser, on va faire de la chimie froide non radioactive et ensuite de la chimie radioactive. Ensuite, on va pouvoir injecter cette molécule à un organisme. Donc moi, dans le cadre de mes recherches, ce sont des rats, mais ensuite, lorsqu'on développe des radiotraceurs, ils peuvent être injectés à des humains. On fait le scanner, donc on va détecter la radioactivité qui émane de cette molécule. Et puis on va pouvoir reconstruire l'image et on obtiendra une image de ce type avec en fait des zones rouges où on aura notre molécule qui sera plus concentrée à cet endroit-là et des zones qui seront plutôt dans les bleus et bleu-violet où on n'aura pas de radioactivité détectée. L'intérêt de cette technique d'imagerie, c'est qu'on va pouvoir donc faire du diagnostic, comme je vous l'ai expliqué avec les cancers, mais on va aussi pouvoir étudier la densité et la distribution d'une cible in vivo, donc dans un organisme vivant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la molécule radioactive qu'on injecte, le radiotraceur, elle est très spécifique d'une cible en particulier que l'on cherche à découvrir. Donc, je vous ai dit dans le titre que j'étudiais des radiotraceurs sérotoninergiques, c'est-à-dire qu'ils vont se fixer sur des récepteurs à la sérotonine. La sérotonine, peut-être que vous la connaissez comme l'hormone du bonheur. Donc, en effet, elle agit comme hormone dans notre corps. Elle agit aussi également comme neurotransmetteur. Et elle va avoir différentes actions qui font qu'elle est impliquée, par exemple, dans l'humeur, dans le cycle éveil-sommeil, dans l'apprentissage et la cognition. Et en fait, pour agir, la sérotonine, elle se fixe sur des récepteurs. Des récepteurs qui se trouvent au niveau de nos synapses, au niveau de nos neurones. La synapse, c'est la jonction entre deux neurones. Et donc, la sérotonine ou les neurotransmetteurs arrivent au sein de vésicules qui sont un peu comme des bulles qui vont transporter les neurotransmetteurs jusqu'à la fin du premier neurone. Le neurotransmetteur, donc la sérotonine, est libérée dans l'espace synaptique entre les deux neurones et ensuite elle va venir se fixer sur son récepteur. Et là, on va pouvoir avoir la transmission d'un message. Alors il faut savoir que donc, la sérotonine, elle se fixe à 15 sous-types de récepteurs différents, mais il faut savoir aussi que d'autres molécules qui ne sont pas la sérotonine, comme par exemple certains médicaments, peuvent se fixer à ces récepteurs. Si on fait une analogie, on peut imaginer que la sérotonine, ce serait une clé passe-partout qui ouvrirait toutes les portes d'une maison, qui pourrait ouvrir la cuisine pour l'appétit, la chambre pour l'éveil, le sommeil. Et la molécule autre qui ne serait pas la sérotonine, comme une molécule que l'on étudie en tant que radiotraceur dans le projet de ma thèse, ce serait la clé uniquement, par exemple, de la chambre pour le sommeil. Et donc, on n'agirait plus sur tous les mécanismes, mais sur seulement un seul. Donc les objectifs de ma thèse, c'est de développer des nouveaux radiotraceurs pour les récepteurs à la sérotonine qui sont destinés à l'imagerie TEP. Et donc en fait, nous, on va choisir un seul sous-type de radiotraceur, un seul sous-type de récepteur à la sérotonine. Et pour ça, on a besoin de choisir une molécule qui va être spécifique uniquement de ce récepteur, donc qui va n'ouvrir qu'une porte de la sérotonine. Et ça peut nous servir à quoi ? Ça peut nous servir dans un premier temps. Si on étudie un récepteur à la sérotonine qui est encore méconnu, par exemple, on ne sait pas où est-ce qu'il se trouve dans le cerveau, et ça peut nous permettre d'avoir des nouvelles informations sur ce récepteur, savoir où est-ce qu'on le trouve exactement dans le cerveau, dans un corps vivant. Et dans un second temps, c'est l'intérêt, en fait, donc je suis financée moi par l'entreprise Neurolixis qui développe de nouveaux médicaments pour le système nerveux central, et notamment on travaille sur un potentiel antidépresseur.
Et l'intérêt de radiomarquer, donc de rendre ce potentiel antidépresseur radioactif et de regarder où est-ce qu'il va aller dans le cerveau, ça va être de savoir en fait est-ce que cet antidépresseur va bien aller là où on pense qu'il se fixe dans notre cerveau, et donc est-ce que l'action que l'on suppose qu'il va avoir est bien celle-ci. Donc comment est-ce qu'on fait pour développer un radiotraceur? Il y a 3 grandes étapes. Tout d'abord, il y a une étape de chimie non radioactive pour synthétiser ce qu'on appelle un précurseur de radiosynthèse. Un précurseur, c'est une molécule qui va contenir dans sa structure ce qu'on appelle un groupement partant. Le groupement partant, on ne va pas le garder parce qu'ensuite, lors de la deuxième grande étape qui est la radiosynthèse, on va remplacer ce groupement partant par notre atome radioactif. Et ensuite, donc une fois qu'on a mis au point notre radiosynthèse, ça peut mettre aussi de nombreux mois. La première étape, elle peut mettre plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour avoir notre précurseur. Ensuite, pour mettre au point le radiotraceur, on peut mettre également de nombreux mois. Une fois qu'on arrive à avoir un radiotraceur qui est propre et qu'on peut injecter un organisme vivant, on va faire l'évaluation donc avec le scanner et on va pouvoir donc aller remplir toute une sorte de checklist. Je vais vous citer quelques critères plus tard pour voir si ce radiotraceur est un bon candidat et il va bien se fixer là où on veut qu'il se fixe. Au cours donc de l'étape de la radiosynthèse, on fait ce qu'on appelle le radiomarquage. C'est-à-dire donc qu'on va remplacer le groupement partant, en orange, par un atome radioactif. Donc par exemple, un fluor radioactif, ça va tout simplement se remplacer et à la fin, nous aurons notre radiotraceur. Le radiotraceur, il sera identique à la molécule de référence que l'on connaît, donc qui est une molécule non radioactive, que l'on connaît pour aller se fixer spécifiquement sur un seul sous-type de récepteur. Et l'avantage, en fait, d'avoir cet atome de fluor radioactif, c'est qu'il aura exactement les mêmes propriétés que le fluor non radioactif, à la différence qu'on pourra le voir au scanner. Et donc, nous aurons une molécule au départ, une molécule qu'on connaissait pour ses propriétés pharmacologiques, et là, on l'aura rendue visible au scanner. Ensuite, donc, lorsqu'on fait notre radiosynthèse, on a besoin donc de produire cet atome radioactif. On va le produire grâce à un cyclotron, qui est une grosse machine que vous voyez ici, qui est une sorte d'accélérateur de particules, qui est schématisé ici. L'atome radioactif va remonter jusqu'à ce qu'on appelle un automate de radiosynthèse. Il faut savoir que donc, la radiochimie, c'est un peu particulier, parce que comme on manipule de la radioactivité, on ne peut pas faire comme la chimie de paillasse, tout prendre le bécher, le ballon avec les mains, on a besoin de se protéger de la radioactivité. Et du coup, pour cela, il faut que toute la synthèse soit automatisée. Donc on a cet automate sur lequel on a un kit et tous nos réactifs sont prêts à l'avance. Et cet automate, il est protégé derrière une cellule blindée qui est ici, c'est donc complètement blindée par du plomb, et cela nous protège de la radioactivité. Donc là, ici, vous voyez de nouveau l'automate, et puis un peu à l'intérieur de la cellule blindée, comment ça peut se passer. Donc on fait tous nos branchements à l'avance, et ensuite, une fois que c'est fermé, que la radioactivité arrive, on ne peut plus rien toucher, et il faut attendre que la radioactivité ait disparu pour pouvoir ouvrir de nouveau la cellule. Ensuite, donc, une fois qu'on est arrivé à mettre au point notre radiosynthèse, on va avoir besoin d'évaluer notre radiotraceur. Et donc, pour évaluer ce radiotraceur, on a une liste de critères. Tout d'abord, donc, comme je vous le disais, moi, j'étudie des récepteurs qui se trouvent dans le cerveau. Donc, j'ai besoin de m'assurer que mon radiotraceur soit bien passé au niveau du cerveau. Et il se trouve qu'en fait, donc, on a ce qu'on appelle dans le cerveau la barrière hémato-encéphalique, qui est en fait la jonction entre les vaisseaux sanguins et le reste du cerveau. Et donc, nous, comme je vous l'ai expliqué, nos récepteurs, ils se trouvent au niveau des synapses, donc au niveau du reste du cerveau. Donc, j'ai vraiment besoin que le radiotraceur passe dans le cerveau, passe cette barrière hémato-encéphalique, pour aller se fixer sur les récepteurs qui se trouvent au niveau des synapses. Une fois que le radiotraceur est passé dans le cerveau, il peut y avoir des mécanismes de protection de notre corps. Par exemple, il peut y avoir une métabolisation, c'est-à-dire que la molécule va être transformée par l'organisme. Elle peut être, par exemple, coupée en deux ou perdre sa radioactivité. Et en fait, si la molécule est différente de celle que j'ai injectée, elle risque de ne plus se fixer sur la cible que je veux regarder. Et dans ce cas-là, je cherche à l'éviter parce que ce que je verrai au scanner, ce ne sera pas ce que j'ai envie de voir au départ. Et il y a un autre système de protection qu'on cherche à éviter aussi, ou du moins à limiter, c'est que le cerveau, pour se protéger, lorsqu'il reçoit des molécules qu'il ne connaît pas, il peut directement les relarguer dans le sang à travers ce qu'on appelle une protéine d'efflux. C'est comme un tunnel, en fait, au niveau de la barrière hémato-encéphalique.
Et donc, en fait, si la molécule est relarguée directement dans le sang, elle ne va pas rester dans le cerveau, et elle ne va pas pouvoir se fixer sur mes récepteurs, et donc je ne pourrai pas l'observer au scanner. Donc là, c'est un exemple des différentes choses qu'on regarde pour l'évaluation d'un radiotraceur. Donc pour finir, où est-ce que j'en suis moi dans le projet de ma thèse? Donc je suis arrivée déjà donc pour ce potentiel médicament antidépresseur, on est arrivé à synthétiser un précurseur de radiosynthèse. Ensuite, nous sommes arrivés à mettre au point la radiosynthèse. Donc maintenant, je peux obtenir cette molécule de manière, elle est radioactive et elle est prête à l'injection. Et là, dans les semaines qui viennent, on va pouvoir faire la première administration à un rat de ce radiotraceur pour voir si il va bien dans le cerveau et il répond à tous nos critères. Donc je vous remercie pour votre attention et je remercie donc mes différents encadrants au cours de ma thèse, les docteurs Wells et Nier, Luc Zimmer, Adrienne Newman-Tancredi et Fabienne Herbrecht. Et si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Oui? La question très naïve d'un public qui n'est pas du tout en médecine. Quand on parle radioactivité, on pense toujours au danger sur la santé. Et là, on parle d'injecter une molécule qui est rendue radioactive dans le cerveau. J'imagine que c'est à une telle faible dose que ça ne présente aucun risque et que la radioactivité disparaît d'elle-même. Oui, c'est exactement ça. La dose, en fait, donc la question était sur que la radioactivité, c'est dangereux. Et donc, qu'en est-il puisqu'on l'injecte dans le cerveau d'une personne? En fait, les doses que l'on injecte, elles sont très faibles. Donc, elles ne sont pas dangereuses pour une personne. Il faut savoir que dans le monde qui nous entoure, en fait, tous les jours, on reçoit un petit peu de radioactivité qui émane de la Terre. Et donc, il y a des doses qui ne sont pas dangereuses. Et ce que l'on injecte, c'est une toute petite dose. Et en fait, de manière épisodique, ça n'a pas d'impact sur notre santé. Après, nous, on s'en protège pendant la radiosynthèse parce que, en fait, pour arriver à notre produit final, on a besoin d'une dose qui est beaucoup plus importante au départ parce qu'on a des rendements qui ne sont pas très bons. En règle générale, c'est la chimie qui fonctionne de cette manière. Et donc, au départ, on a une grosse dose, donc on a besoin de s'en protéger. C'est pour ça qu'on a la cellule blindée, etc. Mais ensuite, ce qu'on injecte, c'est vrai que c'est une toute petite dose. Oui? Ah, pardon. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Justement, vous parliez de rendement. Est-ce que, du coup, dans l'étape de radiosynthèse, vous avez des étapes de purification pour obtenir uniquement votre produit et pas des sous-produits ou voilà. Oui, en effet, donc on a une étape de purification qui est très importante parce que au cours de la radiosynthèse, il y a des sous-produits radioactifs qui sont produits et des sous-produits aussi non radioactifs. Donc à la fin, on doit faire une étape de purification par HPLC, ça s'appelle. Et donc là, on va séparer notre produit de tous les autres produits. Et en fait, ça, c'est justement cette étape qui peut faire qu'on peut mettre de nombreux mois à développer la radiosynthèse parce que souvent, en fait, on arrive à produire ce qu'on veut, mais on n'arrive pas à le séparer de tous les autres sous-produits. Et donc, il faut qu'on trouve les bonnes conditions. Et ça, parfois, ça peut mettre beaucoup de temps à trouver.